J'ai essayé un nouveau jeu en ligne appelé Escape sur le dark web et je regrette vraiment de l'avoir fait. Tu sais, c'est un site sur Internet où tu dois répondre à des questions pour gagner quelques sous. Si tu réponds oui, c'est probablement parce que, comme moi, tu te retrouves dans une situation où tu dois faire des choses comme ça pour joindre les deux bouts. Jusqu'à présent, de temps en temps, je résolvais ces squeezes, souvent après un nouvel échec à un entretien sur Zoom. Quand ma colocataire est partie et que mon loyer a doublé, les choses sont devenues encore pires. Après 2 mois de loyer impayé et des lettres de créanciers arrivant chaque semaine, je commençais à paniquer. J'ai fini par utiliser un VPN pour naviguer en toute sécurité sur le dark web à la recherche d'argent facile. C'est ainsi qu'un soir, je suis tombée sur une publicité qui m'a intriguée. J'étais assis sur le canapé du salon, mon ordinateur portable sur les genoux. L'annonce avait été postée par un utilisateur anonyme. Essayez notre nouveau jeu en ligne, Master of the Key. 3 000 € garantis pour chaque participant. Durée du test, environ 30 minutes. L'annonce n'avait été publiée que depuis 10 minutes. J'avais donc de bonnes chances d'être parmi les premiers à la voir. Il n'y avait rien d'autre décrit sur l'annonce que le lien d'inscription. J'ai déplacé la flèche sur mon ordinateur portable, puis j'ai ralenti. Cela semblait trop beau pour être vrai. Mais Jake, mon ancien voisin qui m'avait parlé et introduit au Dark Network lorsqu'il habitait encore ici, m'avait dit que ce genre de publicité était assez courant. Quoi qu'il en soit, le montant payé a été multiplié par 10 par rapport à ce que l'on attendrait dans un contexte légal. 3 000 € me paraissait donc généreux, mais pas excessif. Bien sûr, ce qui me préoccupait le plus, c'était ce que j'aurais à faire. Après tout, ces annonces payaient bien pour une raison. Elles impliquaient souvent des actions illégales ou peu éthiques. Sans y penser, j'ai posé les pieds par terre et placé mon ordinateur portable sur une petite table devant moi. Juste à côté de l'ordinateur, je voyais des lettres de rappel pour des factures impayées. J'ai fermé les yeux, pris une profonde inspiration et finalement, je me suis dit que ce n'était finalement qu'un simple test en ligne et que je pouvais toujours arrêter l'expérience en éteignant l'ordinateur. J'ai cliqué sur le lien. Instantanément, une nouvelle fenêtre s'est ouverte et je me suis retrouvée dans un chat. Quelques secondes plus tard, un message est apparu. Bonsoir, merci de vous être inscrit à notre nouveau jeu Maître de la clé. Je suis Elle, votre maître de jeu. Votre participation sera confirmée après le début du premier test. Êtes-vous prêt, à commencer? C'était tellement soudain que j'ai ressenti une montée d'adrénaline dans tout mon corps. Bonsoir. Est-il possible de passer le test plus tard? Je n'avais pas prévu qu'il commencerait immédiatement, ai-je répondu, espérant avoir au moins un peu de temps pour me préparer mentalement. La réponse a été presque instantanée. Si vous ne commencez pas le test maintenant, votre place sera prise par un autre participant. Et comme le nombre de places est limité, vous perdrez probablement votre droit de participer. Et avec lui, le montant donné en échange, c'est-à-dire 3 000 €. Encore une fois, j'ai pris une profonde inspiration et j'ai répondu « D'accord, je suis prêt
a commencé tout de suite. Je vous écoute pour expliquer en quoi consiste le jeu. Félicitations, votre participation a été confirmée. Le jeu est simple. Vous devez sortir de votre appartement en moins de 5 minutes à partir du début du jeu, qui sera annoncé plus tard. J'ai levé les sourcils. Était-ce une blague? Pour commencer le jeu, veuillez trouver la clé rouge qui se trouve dans la pièce où vous vous trouvez actuellement. Je me suis affalée sur le canapé et j'ai regardé autour de moi. Rien d'étrange n'était visible. Mon salon, éclairé par 2 lampes, était inchangé et je ne pouvais rien voir de nouveau. Et comment aurait-il pu en être autrement? Je venais de m'inscrire, donc personne n'aurait pu trouver mon adresse et entrer pour déposer une clé. Êtes-vous sûr que je n'ai pas manqué une étape? Je n'ai pas encore reçu la clé rouge. La clé est dans la pièce. Il vous suffit de chercher un peu. C'est une partie du jeu. Dès que vous le trouverez, prenez une photo et envoyez-la ici dans le chat pour prouver que vous avez réussi le premier test. La personne dans le chat semblait si sûre d'elle que, aussi ridicule que cela puisse paraître, je me suis levée et j'ai commencé à inspecter la pièce à la recherche de la clé rouge. J'ai pensé que c'était peut-être une expérience pour vérifier si je pouvais trouver les bons objets et que n'importe quelle clé rouge ferait l'affaire. Alors que j'avais fouillé tous les tiroirs à la recherche d'une vieille clé et n'avais trouvé qu'une seule, bien sûr pas de couleur rouge, j'ai envisagé de sortir demander à mes voisins s'ils avaient de la peinture rouge. C'est alors que j'ai remarqué un étrange reflet au plafond. Juste à côté de l'ampoule pendait une petite corde avec une clé rouge. Je regardais mon écran d'ordinateur avec étonnement. La fenêtre de chat était toujours là, sans nouveau message. J'ai défait le nœud de la corde et j'ai attrapé la clé en montant sur une chaise. J'arrivais pas à croire ce qui se passait. Ça semblait fou. Mais bon, dans ma main, il y avait cette clé en fer rouge de taille moyenne. Elle avait l'air vieille et elle semblait émettre un froid étrange sur ma paume. Je sais pas si c'était juste moi qui paniquais soudainement ou si c'était cette anxiété que je ressentais. Mais j'avais l'impression de sentir des picotements sur ma peau. J'ai levé les yeux et une étrange sensation m'a traversée. J'avais l'impression d'avoir perdu tout sentiment de sécurité chez moi, comme si quelque chose avait soudainement changé depuis le moment où j'avais touché cette clé. Je l'ai prise en photo avec mon téléphone et je l'ai envoyée sur mon ordinateur pour la partager dans le chat. Félicitations! Vous avez passé le premier test. Le deuxième test est le plus simple. Prenez la clé et utilisez-la dans la serrure d'une de vos portes. N'importe quelle porte fera l'affaire, mais nous vous conseillons de l'utiliser sur la porte la plus éloignée de vous en ce moment. J'étais à bout. Je ne savais pas ce qui se passait, mais je sentais que j'étais dans un endroit dangereux et qu'il valait mieux que je m'en échappe dès que possible. Désolée, mais j'en ai assez. Je ne sais pas comment vous avez réussi à entrer chez moi pour y mettre cette clé, mais j'en ai assez. Merci et au revoir. J'ai à peine eu le temps de voir la réponse apparaître avant de fermer le couvercle de mon ordinateur. Je me suis affaissée sur le canapé alors que la pression commençait à se relâcher. Je ne comprenais toujours pas comment ils avaient réussi à faire ça,
Et s'ils étaient capables de le faire, qu'est-ce qui m'attendait si je continuais ce jeu? Il était tard, et cette expérience m'avait épuisée plus que je ne le pensais. J'ai eu du mal à me lever et à me diriger vers ma chambre. Puis, la lumière s'est éteinte. J'ai gelé sur place. Ensuite, j'ai lentement pris mon téléphone et, en utilisant la lampe de poche, je suis allée vérifier si le disjoncteur automatique avait sauté. Le disjoncteur automatique n'avait pas sauté. Tout était normal. Alors pourquoi la lumière s'est-elle éteinte chez moi? Je me suis dirigée vers ma porte d'entrée pour demander à mes voisins du dessus s'ils avaient encore de l'électricité. J'ai tourné la poignée et m'apprêtais à sortir lorsque le vent glacial m'a frappé au visage. Dehors, c'était l'obscurité totale. Même la lampe de poche de mon téléphone ne pouvait éclairer là où il aurait dû y avoir le sol ou les murs du couloir. Il n'y avait tout simplement rien, juste un immense vide froid. J'étais abasourdie. Et je ne pouvais m'empêcher de penser que cela avait quelque chose à voir avec le jeu. Cela n'avait aucun sens, mais c'était la seule chose à laquelle je pouvais penser. Je suis retournée dans mon salon. Quand j'y suis arrivée, j'ai regardé les 2 fenêtres qui étaient normalement éclairées par la lumière de la lune. Il faisait sombre, tout comme derrière ma porte d'entrée. J'étais seule. J'ai lentement repris mon souffle et rouvert l'écran de mon ordinateur. Puis, j'ai vu le message qui m'avait été envoyé juste avant que je ne baisse l'écran. Tu ne peux pas abandonner le jeu maintenant qu'il a commencé, Daniel. J'ai lentement avalé ma salive et répondu au message. Que se passe-t-il? Qui es-tu? Comment sais-tu mon nom? Comment fais-tu ça? Pas de réponse. S'il te plaît, laisse-moi tranquille. Je veux juste rentrer chez moi. Écrire 16 lignes était étrange. Mais même si j'étais toujours dans mon appartement, je n'étais certainement plus chez moi. Termine le jeu et tu seras libre. J'ai regardé autour de moi. L'obscurité était écrasante, à peine retenue par la lumière de l'écran de mon ordinateur et de la lampe de poche de mon téléphone. Et j'avais le sentiment qu'à tout moment, quelque chose pouvait surgir de là et m'attaquer, ou pire encore, m'entraîner dans les ténèbres avec lui. D'accord, dis-moi quoi faire. Tu sais quoi faire, utilise la clé rouge. Un seul tour suffira. J'ai pris la clé rouge qui avait été laissée sur la table à côté de l'ordinateur. La sensation de froid a disparu, comme si elle était maintenant là où elle était censée être. Je me suis levée et j'ai examiné mes options. Ils ont dit que n'importe quelle porte ferait l'affaire, mais ils ont recommandé de choisir celle qui est la plus éloignée de moi. J'ai pensé que si je devais essayer une porte, autant essayer la porte d'entrée et voir si quelque chose changeait. Lentement, je me suis dirigée vers le couloir. Le silence n'était interrompu que par le léger bruit de mes pas. Quand j'ai atteint la porte, j'ai pris la clé rouge avec des mains tremblantes. Je l'ai insérée dans la serrure et elle est entrée sans problème. J'ai tourné la clé. J'ai appuyé mon oreille contre la porte, mais je n'ai rien entendu. Lentement, je l'ai retirée et j'ai ouvert à nouveau la porte, priant pour voir cette fois la lumière jaune apaisante du couloir de ma maison. Nuit, vide, froid. Rien n'avait changé. J'étais toujours perdue au milieu de nulle part. J'ai refermé la porte et suis retournée à l'ordinateur. Je l'ai fait. J'ai tourné la clé dans la serrure de la porte d'entrée,
Mais rien ne s'est passé. J'attendais fébrilement une réponse, me rongeant les ongles et regardant autour de moi avec anxiété. Félicitations, vous pouvez maintenant tenter la 3e et dernière épreuve de notre jeu d'évasion. Nous espérons que vous avez les nerfs solides, car vous allez en avoir besoin. Mon cœur a battu la chamade. Qu'est-ce qui allait se passer? Un chronomètre est apparu sur l'écran. 5 minutes. Vous avez 5 minutes pour trouver la clé noire et sortir indemne. Attention, si le chronomètre arrive à 0 et que vous ne sortez pas, vous serez coincé ici. Bonne chance. Dès que le dernier message est apparu à l'écran, j'ai entendu le grincement de la porte d'entrée qui s'ouvrait. Puis, de lourds pas lents ont résonné dans le couloir, jusqu'à l'endroit où je me tenais. J'ai entendu un autre son, comme si quelqu'un essayait de boire, mais en vain. Le souffle coupé, je me suis levée sans faire de bruit. Je ne savais pas ce qui avait pénétré dans ma maison, mais je ne voulais pas le savoir. J'ai commencé à regarder autour de moi en hâte, essayant de faire le moins de bruit possible. Ils ont dit qu'il y avait une clé noire ici, donc il devrait y avoir une clé, comme la dernière fois. Les pas se rapprochaient, et j'ai utilisé les dernières secondes pour profiter de la lumière de mon téléphone avant de me cacher dans l'obscurité. Je n'ai rien trouvé, rien du tout. Pas de clé noire. J'étais sur le point de mourir ici, tué par cette créature dans le couloir, ou pire encore, rester ici pour toujours avec elle. Un message est apparu dans le chat. Conseil, il se repère uniquement par le son. Dès que j'ai fini de lire le message, cette créature est apparue dans la pièce et j'ai allumé la lumière. C'était comme tout droit sorti d'un cauchemar. Il ressemblait à un cadavre qui commençait à se décomposer, puis s'était soudainement desséché. Il se tenait maladroitement, comme si seule une partie de son corps fonctionnait encore. 6 mains étaient tordues dans des angles impossibles et pressées contre son dos. Et surtout, ses paupières étaient cousues pour fermer complètement sa vue. Des bandes sales couvraient la majeure partie de son corps. Enfin, sa bouche était grande ouverte. Je suis restée là, immobile et totalement terrifiée. La créature tourna la tête de gauche à droite, puis commença à se traîner vers l'avant. Je commençai lentement à avancer dans l'autre sens, profitant de l'occasion pour regarder le temps qu'il me restait. 2 minutes. Je ne pourrais jamais le faire. 2 minutes pour fouiller le reste de la pièce avec cette créature qui m'attendait. C'était du suicide. Incapable de me contenir, un frisson m'a parcouru et un sanglot m'a échappé. Immédiatement, la créature s'est tournée vers moi. Elle était juste devant moi, à moins de 3 mètres. Elle a marché lentement vers moi jusqu'à ce que des larmes coulent sur mes joues et que je me morde les lèvres pour éviter que quelque chose d'autre ne tombe. C'est alors que je l'ai vue. Dans la bouche de ce monstre se trouvait une clé noire. Je me suis affaissée, ma respiration s'est ralentie. J'ai regardé le minuteur. Il ne restait plus qu'1 minute. La clé était debout verticalement dans la bouche de la créature, ce qui l'empêchait de l'avaler. Je devais mettre ma main dans sa bouche et retirer la clé, sans perdre aucun doigt. Je n'avais pas le choix. J'ai attendu qu'il s'approche à nouveau et lentement, avec précision, j'ai approché ma main droite de sa bouche. C'était maintenant ou jamais. Et d'un mouvement brusque, j'ai enfoncé 2 doigts dans sa bouche.
et au même moment où j'ai fait sortir la clé, sa bouche s'est refermée. J'ai crié en retirant mes 2 doigts de sa bouche encore et encore. Luttant contre la douleur insupportable, j'ai fait un mouvement brusque et j'ai réussi à les retirer, mais pas sans perdre le bout de mon index. Je me suis précipitée vers la clé noire qui avait rebondi sur le sol et je me suis jetée en avant, le sang coulant le long de ma main. La créature hurla de rage derrière moi. J'avais la clé, mais comment pouvais-je l'utiliser ? Je n'avais pas le temps de réfléchir. Je me précipitais vers la porte d'entrée devant moi, vers la porte qui devait me libérer de ce cauchemar. J'essayais de l'ouvrir la première fois, mais avec ma main ensanglantée, je pouvais à peine la tenir sans la renverser. La créature continuait à traîner ses pieds et à renverser tous les meubles sur son passage. Enfin, j'ai réussi à insérer la clé tout en entendant la créature faire les derniers pas pour me rattraper. Au moment où j'ai tourné la clé, j'ai presque senti son souffle sur ma nuque. J'ai ouvert la porte et me suis précipitée en avant. Ma tête bourdonnait. Mon sens de l'équilibre était complètement perdu. J'ai cru avoir sauté dans le vide et être perdue pour toujours. J'ai ouvert les yeux, ma tête était penchée vers le bas. Sous mes doigts se trouvait un tapis gris tacheté. J'ai levé les yeux et j'ai vu que j'étais dans le couloir de ma maison. Une vieille dame avec un chien et des courses dans les mains me regardait avec suspicion. Et devant moi, la porte de mon appartement était laissée ouverte. Heureusement, il ne semblait pas y avoir de traces de cette créature. Il m'a fallu un certain temps pour retourner dans mon appartement. Pendant quelques jours, j'ai logé chez un ancien voisin. Et finalement, j'ai accepté de revenir au moins pour récupérer mes affaires avant d'être expulsée, mais seulement s'il m'accompagnait et que la porte d'entrée restait ouverte en permanence. J'ai déménagé dans un appartement plus petit à l'autre bout de la ville et j'ai bientôt senti que la pression diminuait un peu. Il y a quelques jours, j'ai reçu un courriel d'un expéditeur inconnu. Chers membres, comme convenu, vous trouverez ci-dessous un code pour recevoir vos 3 000 € en Bitcoin en guise de compensation pour votre participation. Nous espérons que votre expérience a été satisfaisante et que vous vous considérerez comme un client heureux lorsque notre jeu sera disponible pour tous. Je n'ai pas répondu. Je n'ai même pas pris l'argent. Jusqu'à présent, j'ai peur de fermer la porte à clé. Et chaque matin, j'ouvre la porte d'entrée avec un nœud dans l'estomac. Parfois, quand j'ouvre la porte, je ressens un vent froid tremblant. J'ai simplement peur que le jeu ne soit pas terminé et qu'un jour, je trouve à nouveau la clé rouge et que le cauchemar recommence. Je n'ai entendu parler de cet endroit que par le biais d'une recherche Google. C'était Halloween, et mes amis et moi voulions vivre une expérience vraiment effrayante. Pas juste un endroit merdique avec des types en costume de clown et des tronçonneuses à la main. Nous voulions quelque chose qui nous ferait hurler et nous mettrait sur le qui-vive en permanence. C'est alors que j'ai trouvé un endroit appelé Hell's Prison. Il paraît que c'est l'un des endroits les plus intenses et les plus terrifiants où l'on puisse se trouver. La seule raison pour laquelle j'ai décidé de l'essayer était que si vous parveniez à survivre sans quitter la maison hantée,
vous gagneriez 500 €. Le lendemain, tout le monde est venu discuter de ce que nous devions faire. Plusieurs suggestions ont été faites, mais personne n'aimait les idées des autres. Lorsque j'ai proposé l'idée à mes amis, l'un d'entre eux, Daniel, a dit « Tu es sûr de toi ? On dirait un endroit qu'aucune personne saine d'esprit ne voudrait visiter. » J'ai reniflé. « Allez, ça ne peut pas être si terrible. Et puis, on ne veut pas des sensations fortes, pas des types minables en costume de clown avec des tronçonneuses à la main. » J'ai argumenté. Daniel était plus grand, plus musclé, avec des muscles bien formés et une force exceptionnelle. Il avait 19 ans, à peine 1 an de plus que nous. Cassie a pris la parole. Mitchell a raison. Tous les autres sont complètement nuls. Je propose qu'on tente notre chance. Cassie a repoussé ses cheveux qu'elle avait teints en rose vif. Elle tripote l'ourlet de sa chemise Metallica et me fait un léger sourire. Le dernier membre de notre groupe, Levi, acquiesça. Oui, faisons ce que dit Mitchell. Je pense que ça a l'air bien pour changer. Il sourit et essuie ses lunettes sur sa chemise. C'était le plus jeune de notre groupe. Il venait d'avoir 18 ans l'année dernière, ce qui le rendait à peine assez âgé pour participer à cette maison hantée. Daniel soupire. D'accord, je suppose que je vais y aller. Mais si quelque chose tourne mal, tu ne pourras pas m'en vouloir. Il croise les bras. Je voyais bien qu'il n'était pas fan de l'idée. C'était la fin de l'histoire. Nous nous sommes dirigés vers mon ordinateur et l'avons allumé. En entrant mon mot de passe, j'ai téléchargé une renonciation de 40 pages aux exigences légales de leur site web. J'en ai parcouru la plus grande partie, signant là où c'était nécessaire. Ce n'est qu'après avoir signé sur l'une des lignes que quelque chose dans le paragraphe ci-dessus a attiré mon attention. Il disait « En signant ceci, vous acceptez d'être soumis à de graves tortures et abus physiques, et que le PDG et le personnel de la prison de l'enfer ne sont pas responsables des blessures ou des dommages qui vous sont causés. » Qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Je venais d'accepter de me laisser torturer. Mais maintenant, il est trop tard. J'ai finalement atteint la dernière page où j'ai signé pour la dernière fois. Quand tout le monde a eu fini de signer, nous sommes montés dans ma vieille Buick rouillée et nous sommes allés à l'endroit où la maison était censée se trouver. Lorsque nous sommes arrivés, j'ai jeté un coup d'œil au quartier. C'était un endroit vallonné, avec peu de maisons à proximité, à l'exception de quelques petits cottages. La maison elle-même ne ressemblait pas à un lieu de torture. En fait, elle dégageait un sentiment d'hospitalité, comme s'il voulait que nous soyons là, comme s'il voulait que nous entrions et que nous restions là pour toujours. « Cet endroit est une maison hantée ?» Daniel ricane. « C'est ce que dit mon téléphone. » Je réponds en sortant de la voiture et en regardant la maison qui se trouve devant nous. Elle était peinte en crème et avait l'air ancienne plutôt que délabrée. Un grand panneau aux lettres élégantes indiquait « Prison de l'enfer ». J'ai déjà vu une maison hantée qui n'a duré que 5 minutes et qui était quand même plus effrayante que cet endroit, dit Cassie. Levi ne répondit pas. Il est resté silencieux. Nous avons pris nos dérogations et nous sommes allés jusqu'à la porte d'entrée. Alors que nous allions frapper à la porte, j'ai entendu une fille crier, surtout le cri de Cassie.
J'ai regardé juste à temps pour la voir se faire emmener de force par 2 hommes portant des masques de ski. Cassie. J'ai commencé à crier quand 3 autres hommes cagoulés sont apparus et nous ont attrapés par le col. J'ai lutté contre leur emprise, mais elle était comme de l'acier. Nous avons été poursuivis derrière la maison et attachés avec des cordes. Lisez l'annulation, maintenant. Un homme m'a crié dessus, a saisi mon refus et l'a brandi devant moi. Je le regarde et commence à lire. En signant ceci, j'accepte de... Je commence d'une voix aiguë. Il me donne un coup de pied dans le dos. Lisez plus vite. Il crie pratiquement. J'accepte par la présente de me laisser abuser physiquement et torturer. Je continue. Avant que je puisse terminer, il rit et me donne un nouveau coup de pied. C'est vrai, mon garçon. Et c'est exactement ce que je vais te faire. Lis la suite, mais dépêche-toi et ne perds pas de temps. Je l'ai finalement terminé et j'ai failli m'évanouir sous la douleur de ces coups. J'ai regardé ces hommes traîner Cassie, Lévi et Daniel dans la maison hantée. L'homme derrière moi m'a donné un coup de pied avec le talon de sa botte, ce qui m'a fait halter de douleur. Ne reste pas assis là, bon sang. Ah jeez, salaud. Je me suis rapidement levée et j'ai commencé à me déplacer dans la maison hantée. Aussitôt, je fus poussée vers l'avant, faisant tomber mon menton sur le sol en bois. J'ai gémi et je me suis levée. Et à ma gauche, j'ai entendu le son d'un rire maniaque. Il faisait sombre et je voyais à peine à quelques mètres devant moi. Puis j'ai entendu un cri qui semblait trop humain pour être reproduit par un haut-parleur. Une main froide et glissante m'a saisi par le cou et m'a traîné dans une autre pièce, baignant dans le sang. J'ai senti une odeur horrible, une odeur de chair en décomposition. Une faible lumière vacille dans la pièce, mais je ne vois personne. Il y a beaucoup de monde et je ne sais pas où je suis. Je regarde à ma gauche et je vois une femme souriante aux cheveux noirs et à la peau blanche et pâle. 6 dents sont jaunes et tordues et ses yeux sortent de ses orbites comme si elle était folle. « Hé, chérie, laisse-moi t'aider. » Elle a laissé échapper un rire bizarre et m'a attrapée. Elle m'a fait rouler sur le dos et a sorti un couteau. « Non, ne me faites pas de mal !» j'ai crié. Elle a gloussé à nouveau et a commencé à couper ma chemise par le milieu. J'ai entendu le tissu se déchirer quand elle m'a enlevé ma chemise et l'a jetée dans le seau de sang. S'agissait-il de sang humain ou de faux sang? Avant que je ne réalise ce qui se passait, elle a commencé à me caresser la peau. Son toucher était aussi froid que la glace. Laisse-moi te présenter Mary. Elle a gloussé et a attaché le bâillon. J'ai essayé de crier, mais le bâillon m'a étouffée. Elle a pris une petite boîte en plastique contenant une sorte d'araignée. J'ai alors réalisé le motif qu'elle avait. C'était une araignée loup. J'ai commencé à la supplier d'arrêter, mais en vain. Le bâillon m'empêchait de la supplier. Elle a souri et a placé la boîte en plastique sur ma poitrine nue. La boîte n'avait pas de couvercle, mais elle l'a retournée, forçant l'araignée à se poser sur ma peau. Elle a retiré la boîte en plastique et j'ai senti les petites pattes de l'araignée frôler ma peau nue. Elle a rampé jusqu'à mon visage et soudain, j'ai ressenti une vive vague de douleur lorsqu'elle m'a mordu. Elle m'a mordu à mort, elle. Elle a ramassé l'araignée et l'a écrasée entre ses doigts dans un craquement écœurant. Elle a ensuite mangé les restes de l'araignée et a semblé s'en délecter. On aurait dit un enfant dégustant un morceau de gâteau
ou un dessert. Elle lécha ses doigts couverts de sang d'araignée. Elle a retiré le bâillon. C'est quoi ce bordel? Laissez-moi sortir. S'il vous plaît, j'ai crié en aspirant de l'air avec ma bouche. Avant que je puisse réaliser ce qui se passait, une poigne forte et ferme m'a saisie par les épaules et m'a jetée dans une sorte de loge. Avant que je puisse faire quoi que ce soit, la porte s'est refermée derrière moi. Mes cordes se sont suffisamment détendues pour que je puisse m'en libérer assez facilement. Je retire mes mains et jette la corde de côté. « Allô ?» dis-je, la voix fêlée. Au lieu d'entendre des psychopathes fous et violents, j'ai entendu un gémissement d'enfant. « Tu vas bien ?» demandai-je. Dès que les mots sont sortis de ma bouche, j'ai remarqué un petit garçon. Il semblait avoir à peine 9 ans. Il était couvert de sang et d'ecchymoses et pleurait doucement. Il avait été déshabillé jusqu'à ses sous-vêtements déchirés. Il m'a regardé. « Ne me circoncisez pas, s'il vous plaît !» Il s'est mis à crier, à pleurer encore plus fort et à reculer précipitamment. « Je ne te ferai pas de mal, je te le promets, » lui dis-je. Il m'a regardé un moment, des larmes coulant sur son visage. « Il arrive, il arrive !» il a crié d'un air effrayé. J'ai d'abord cru qu'il avait peur de moi, mais je me suis rendu compte qu'il regardait dans mon dos. J'ai regardé par là, mais je n'ai vu personne. Qui vient ? Il s'est remis à pleurer. La porte du placard exigu s'est alors ouverte et a cogné contre le mur. Il y avait un homme avec un fouet, et le fouet était trempé de sang. Le garçon s'est immédiatement précipité vers moi, enfouissant son visage dans ma poitrine et sanglotant. J'ai fait de mon mieux pour le réconforter, tandis que l'homme s'approchait. « S'il vous plaît, ne nous faites pas de mal, à moi et au bébé. Je veux juste sortir. Je ferai n'importe quoi. » Je l'ai supplié et j'ai commencé à pleurer à mon tour. « S'il vous plaît, n'importe quoi. » L'homme a souri, dévoilant des dents ensanglantées. « Tu ferais n'importe quoi ? » ?»« N'importe quoi, » j'ai dit. Il a souri encore plus fort. « Prends le bébé avec toi et viens avec moi tout de suite, bon sang. » Son ton est devenu sérieux. Je me suis levée, tenant le garçon dans mes bras qui sanglotait fort. J'ai dit « Viens avec moi. » Il a rugi. J'ai acquiescé et j'ai suivi l'homme. Je portais le garçon, qui était si maigre et si léger que j'aurais pu courir 1 kilomètre avec lui. L'homme m'a conduit dans une pièce avec un panneau de verre et 2 chaises. « Entrez dans la pièce !» a-t-il crié. Je suis entrée et je me suis assis tandis que la porte se refermait derrière moi. À travers la vitre, j'ai vu 3 silhouettes ensanglantées recroquevillées dans une autre pièce. J'ai reconnu Cassie dans l'une d'elles et Daniel et Lévi dans les autres. Un homme est entré dans la pièce, une mitraillette à la main. J'ai voulu briser la vitre qui nous séparait, mais cela aurait été stupide. L'homme a pointé son arme sur Cassie, qui s'est mise à crier et à supplier l'homme de la garder en vie. Il l'a ignoré et a commencé à tirer des balles sur son corps, rendant ses cris encore plus forts et plus horribles qu'avant. « Non !» je crie, dégoûtée et horrifiée par la scène qui se déroule devant moi. L'homme pointe alors son arme vers le haut, en direction du front de Cassie. Il appuie sur la gâchette, provoquant une explosion de cervelle et de sang qui éclabousse le mur derrière eux, ainsi que Lévi et Daniel. L'homme tire ensuite sur Daniel et Lévi, les tuant sur le coup.
La porte s'ouvre, l'homme au fouet nous attrape, le bébé et moi, et commence à me fouetter vicieusement dans le dos avec le fouet. J'ai crié de douleur lorsque le fouet a transpercé ma chair, provoquant une agonie intense et brûlante. Finalement, après que mon dos ait été déchiré en lambeaux sanglants, il m'a tiré et m'a jeté par la porte d'entrée, toujours avec le petit garçon dans les bras. J'ai commencé à sangloter en serrant le petit garçon dans mes bras. J'aurais voulu ne jamais venir ici. Daniel avait raison. Nous n'aurions jamais dû venir ici. Alors, s'il vous plaît, si vous lisez ceci, ne venez jamais dans cette maison hantée, aussi attrayante qu'elle puisse paraître. Seule la torture et la cruauté vous attendent de l'autre côté de la porte. Après avoir passé plusieurs mois à l'hôpital et adopté un petit garçon, dont j'ai appris plus tard qu'il s'appelait Jack, je me suis juré de ne plus jamais retourner dans cette maison hantée, et je ne laisserai jamais mon fils y aller. J'ai récemment déménagé dans une petite ville, un village tranquille, près des montagnes. Pour des raisons de sécurité, je pense que vous comprendrez pourquoi plus tard. Je préfère ne pas révéler l'endroit, mais c'est en Europe. Je vis dans une maison de ville en bois de 2 étages. Elle a tout ce dont j'ai toujours rêvé. Une cheminée, un froid pas si désagréable et une vue imprenable sur la nature. Notre ville est située au pied d'une petite montagne rocheuse et une forêt dense pousse dans la vallée. Avec un tel paysage, il est difficile de croire que quelque chose puisse troubler votre tranquillité, mais c'est apparemment le cas. Depuis mon arrivée, quelque chose m'a toujours intriguée. Une maison abandonnée au bout de la rue. C'était un bâtiment imposant, avec de lourdes fenêtres et un air de désolation qui flottait comme un brouillard. Je me souviens d'être passé devant pour la première fois. L'air semblait plus froid que d'habitude et j'ai senti un frisson me parcourir l'échine. Je sais que cela semble sortir d'un film d'horreur, mais il y avait vraiment quelque chose qui n'allait pas dans cette maison. Elle avait une mauvaise atmosphère, pour ainsi dire. J'évitais de passer devant chaque fois que c'était possible, surtout la nuit. Je ne sais pas si c'est à cause du faible éclairage ou d'une peur inconsciente de l'obscurité, mais elle me semblait encore plus étrange lorsque le soleil n'était pas dans le ciel. C'était comme si elle se réveillait, et je me sentais observée, comme si des yeux à l'intérieur me suivaient lorsque je passais devant. Il m'a fallu une 15aine de jours pour décider de faire quelque chose. Et il y a une raison à cela. Peu à peu, j'ai commencé à me rendre compte qu'il y avait quelque chose de réel là-dedans. Si je me couchais un peu plus tard, vers 11 heures du soir, allongée sur mon oreiller et mes oreilles s'habituant progressivement au silence et à l'immobilité, je pouvais entendre un son au loin, peut-être quelque chose comme de la musique, mais très étouffé, au loin. Il ne m'a pas fallu longtemps pour décider de découvrir d'où venait ce bruit. Un week-end, du vendredi au samedi, j'ai décidé de rester éveillée, regardant à travers les rideaux de ma chambre, essayant de voir le moindre mouvement. Je n'ai rien vu. Les rues étaient désertes. Mais j'ai vu un peu de mouvement dans la maison au bout de la rue. Peu à peu, le bruit est devenu plus clair et il est devenu évident de savoir d'où il venait. J'ai également commencé à remarquer qu'à peu près au même moment, une lumière s'allumait à l'intérieur, vacillante et faible,
comme des bougies. Au fil des semaines, ma curiosité n'a fait que croître. Je savais que je devais éviter cette maison, qu'il valait mieux garder mes distances et m'occuper de mes affaires. Mais quelque chose en moi était profondément intrigué. Qui pouvait bien se trouver à l'intérieur? Que faisait-il là? J'ai essayé, après avoir rencontré les voisins, de leur en parler, mais rien n'y a fait, et ils ont rapidement changé de sujet pour parler du temps qu'il fait, ou de quelque chose de ce genre. Ils semblaient cacher quelque chose, et ne l'ont jamais mentionné directement. Jusqu'à ce que, lors d'une conversation avec Madame Gertrude, ma voisine, et l'une des plus anciennes habitantes de l'endroit, elle se tourne vers moi et m'attrape fermement le poignet, ce que je n'ai pas remarqué. Je ne pense pas qu'une femme de 80 ans aurait pu faire cela, et m'a dit « Tu ne devrais pas toucher à cette maison, ma fille. Personne ne devrait le faire. Arrête de demander. Ils commencent à se douter de ton intérêt. » Après cela, elle m'a laissé partir, a repris son cours normal et m'a dit au revoir. Et je sais que c'est stupide de ma part, imprudent après ça, mais j'ai décidé que je devais en savoir plus. J'ai planifié mon incursion avec soin. J'ai attendu jusqu'à maintenant. Surtout la nuit noire où la lune se cacherait dans son ombre, me fournissant la couverture parfaite pour me déplacer sans être détectée. Le cœur battant la chamade, je descendis tranquillement les escaliers et sortis par la porte d'entrée. L'air froid de la nuit enveloppait mon corps, mais ce n'était pas seulement le froid qui me faisait frissonner. Un mélange de peur et d'excitation battait dans mes veines alors que je m'approchais de la maison effrayante. Chacun de mes pas semblait résonner dans le silence de la nuit. Les ombres de quelques lampadaires jaunes dansaient autour de moi, créant des illusions inquiétantes qui me faisaient douter de ma propre santé mentale. En chemin, j'ai pensé Three ou Fourfoy à rentrer chez moi, mais je ne pouvais pas revenir en arrière. J'ai atteint la maison et j'ai hésité un moment. Qu'allais-je trouver à l'intérieur? Qu'est-ce qui provoquait ces bruits et ces lumières étranges? J'ai décidé de jeter un coup d'œil par la fenêtre poussiéreuse du fond, en appuyant mon visage contre la vitre froide. Ma respiration était rapide et superficielle, et je luttais pour garder mes nerfs sous contrôle. À l'intérieur de la maison, des ombres dansaient à la faible lumière des bougies, créant une atmosphère surréaliste et inquiétante. Une musique calme mais déformée flottait dans l'air, m'emplissant d'un sentiment de malaise. J'ai vu des gens se déplacer lentement à l'intérieur, la lumière des bougies n'étant pas suffisante pour les éclairer clairement. Non pas qu'un bon éclairage puisse aider à identifier quoi que ce soit. J'ai remarqué que leurs visages étaient étranges, et lorsque mes yeux se sont enfin habitués à l'obscurité, j'ai réalisé qu'ils portaient des masques. Leurs vêtements de cérémonie, costumes et robes, étaient assortis aux bijoux en or qui couvraient leur visage. En regardant, j'ai senti un fil de peur courir le long de ma colonne vertébrale. 6 personnes semblaient se déplacer lentement et de manière désordonnée. Le son de la musique était hypnotique, mais inquiétant, comme s'il provenait d'une boîte à musique cassée. Il y avait un bruit continu, comme celui d'un gramophone, mais je ne voyais l'appareil nulle part. La musique avait atteint son paroxysme. Les violons et les tambourins étaient maintenant synchronisés avec mon cœur qui battait la chamade dans ma poitrine, alors que j'essayais de comprendre ce que je voyais. Qui étaient ces gens?
Cela aurait pu être n'importe qui, n'importe quel voisin, peut-être quelqu'un à qui j'avais déjà parlé de cette maison. Cette pensée me remplissait d'angoisse. Mon instinct me dit de courir aussi vite que possible, mais la curiosité l'emporte sur la peur. Je devais en savoir plus. Prenant soin de ne pas faire de bruit, je continuais à observer, espérant trouver un indice qui pourrait m'aider à comprendre ce qui se passait dans cette maison effrayante. C'est alors que j'ai remarqué quelque chose d'encore plus troublant qui m'a fait sursauter et m'éloigner de la vitre, les mains tremblantes. Au centre de la pièce, je vis une grande silhouette élancée, vêtue d'une cape sombre qui se confondait presque avec les ombres qui l'entouraient. 6 mouvements étaient fluides et calculés, comme s'il menait une danse macabre, une sorte de maestro des danseurs. Il portait un masque doré représentant une grimace. La terreur me saisit lorsque je réalisai que ce personnage m'observait. 6 yeux brillaient dans l'obscurité, fixés sur moi, comme s'il pouvait me voir à travers les ombres, le verre et la chair, regarder dans mon âme, comme si ma présence était non seulement détectée, mais attendue. Un frisson me parcourut l'échine et je compris qu'il était temps de sortir de là. À pas rapide et silencieux, je me suis éloignée de la maison et j'ai couru jusqu'à ma maison de ville, le cœur battant toujours de manière incontrôlée. Je suis arrivée chez moi, essoufflée. J'ai fermé la porte derrière moi et je me suis effondrée sur le canapé, essayant de comprendre ce qui venait de se passer. Tandis que j'essayais de calmer ma respiration rapide, mon esprit était envahi par les images et les sons inquiétants dont j'avais été témoin dans cette maison sinistre. Un frisson m'a parcouru l'échine lorsque j'ai réalisé que ces événements dépassaient mon entendement. Il ne s'agissait pas seulement d'une fête étrange ou d'un événement social inhabituel. Il se passait quelque chose de très sinistre dans cette maison, quelque chose qui se passait probablement bien avant mon arrivée. Alors que j'essayais de retrouver mon calme, un sentiment de paranoïa commença à m'envahir. Tout le monde savait-il que je les observais? Et plus important encore, est-ce qu'ils me surveillaient? Cette dernière pensée me fit frissonner, vérifiant au moins 3 fois que toutes les portes et fenêtres étaient bien fermées. J'ai essayé de dormir, de me coucher, mais mon esprit ne voulait pas se calmer. Cependant, il y a environ 15 minutes, j'ai entendu un bruit de craquement à travers ma fenêtre. J'ai tremblé légèrement dans mon lit, mais j'ai pensé que c'était le verre qui se dilatait à cause de la température de la nuit. Cependant, le craquement s'est répété. Cette fois, je l'ai vu. Un petit objet que j'ai pris pour un caillou était tombé à la surface. Le cœur battant plus fort que jamais, je suis sortie du lit et me suis dirigée vers la fenêtre, submergée par des instincts primaires. Chaque pas me semblait lourd et impossible. Mes mains tremblaient tandis que je tirais prudemment les rideaux, révélant l'obscurité à l'extérieur. Et mon esprit est devenu fou. Je me tenais debout et je regardais le maestro par la fenêtre. 16 yeux brillaient sous le masque qui arborait désormais un sourire inquiétant. Je sais qu'il m'a vu parce qu'après que je l'ai regardé, il n'a plus jeté de pierre. Il est resté là. Je suis terrifiée à l'idée de vous le dire maintenant. Je n'arrête pas de vérifier les portes et les fenêtres, mais il est toujours là, immobile. Je ne sais pas ce que c'est, s'il s'agit d'une coutume étrange, d'un rituel ou de quelque chose d'autre, mais je veux juste que ça s'arrête.
Et alors que je termine cette histoire effrayante, je me rends compte que Maestro est maintenant au moins un peu plus proche de ma porte, même si ce n'est qu'un pas. Je n'ai jamais eu autant envie que le soleil se lève, et j'espère que je ne serai pas touchée lorsqu'il se lèvera. Salut les amis! Je vais maintenant vous raconter 3 histoires paranormales effrayantes qui se sont déroulées dans différents endroits en France. S'il vous plaît, écoutez jusqu'au bout. Elles ne sont pas longues. Et écrivez dans les commentaires celles que vous avez préférées et pourquoi. Alors, on commence? Permettez-moi de vous raconter une histoire qui s'est déroulée il y a quelques années en France, plus précisément dans un coin oublié de la forêt des Ardennes. Avez-vous déjà entendu parler de ces endroits où la réalité se mêle à l'inconnu, où l'ombre du passé danse avec le présent? C'est exactement de cela dont je veux vous parler. Cette histoire a commencé par une simple promenade. Moi, Anna et mes amis, Marc et Lisa, avons décidé de passer le week-end dans la forêt. Le temps était magnifique et nous profitions de la nature sans penser à ceux qui nous attendaient. Nous savions que la forêt avait ses secrets, mais lorsque nous sommes tombés sur un étrange symbole, une sorte de marque gravée sur un vieil arbre, notre attention s'est encore plus portée sur cet endroit, comme si nous avions découvert l'entrée vers un autre monde. Décidant d'explorer, nous nous sommes enfoncés plus profondément dans la forêt. Nos pas devenaient plus silencieux, l'air devenait plus dense. Quelque chose dans cet endroit n'allait pas, mais notre curiosité était plus forte que la peur. Soudain, nous nous sommes retrouvés dans une clairière où se dressait une construction abandonnée. Elle avait un aspect effrayant. Les murs étaient recouverts de lichen, les fenêtres étaient barricadées et l'entrée était bloquée par des planches. C'était une maison, délabrée et abandonnée, mais quelque chose y semblait encore vivant. Nous avons décidé de jeter un coup d'œil à l'intérieur, malgré les avertissements de la raison. À l'intérieur, régnait le silence, comme si le temps s'était arrêté ici, au moment où le dernier habitant avait quitté ces murs. Nous avons marché sur le sol, recouvert de poussière et de débris, en nous dirigeant quelque part au fond. Et là, au centre de la maison, nous avons découvert un étrange artefact, un ancien amulette émettant une énergie mystique. Marc, très sceptique à l'égard de ce genre de choses, a décidé de la prendre. À partir de ce moment-là, tout a dérapé. Nos sens se sont embrouillés. La réalité a commencé à se dissoudre. Et nous nous sommes retrouvés entraînés dans quelque chose d'inconnu et de terrifiant. Le temps s'écoulait lentement, comme s'il voulait rester coincé dans ce coin oublié du monde. Nous avons réalisé que nous étions allés trop loin, mais le chemin du retour était bloqué, comme si quelqu'un ou quelque chose avait fermé la sortie. Nous errions dans le labyrinthe du temps et de l'espace, perdant tout espoir de salut. Soudain, j'ai entendu un chuchotement, des mots portant la promesse du salut. Ils m'ont ordonné de laisser l'amulette à l'endroit où je l'avais trouvée et de partir. Marc et Lisa étaient trop désorientés pour comprendre quoi que ce soit, mais j'ai décidé de faire confiance à ce chuchotement. En laissant l'amulette, nous avons essayé de nous échapper de ce cauchemar. Mais
mais je suis la seule à être revenue à la réalité. Marc et Lisa avaient disparu, comme s'ils n'avaient jamais existé. Je suis restée seule, avec le secret qui enveloppait cette forêt, et avec un étrange sentiment que mon voyage n'était pas encore terminé. Cela s'est passé en plein cœur de Paris, dans une vieille maison, aussi ancienne que le monde, située rue de la Morgue. Cette maison était ancienne, ses murs chargés de tant d'histoires au fil des siècles que l'on pouvait presque sentir son poids sur nos épaules. Quand j'ai décidé de déménager là-bas, je ne pensais pas me retrouver dans la situation la plus effrayante imaginable. Au début, tout allait bien. J'aménageais joyeusement mon nouvel appartement et il ne semblait y avoir aucun signe que quelque chose n'allait pas avec moi. Mais au fur et à mesure que j'explorais cette maison, j'ai découvert des choses étranges. Les livres se déplaçaient des étagères lorsque j'étais seule dans la pièce. La lumière s'allumait et s'éteignait toute seule. Parfois, j'entendais des pas dans les couloirs, mais quand je sortais pour vérifier, il n'y avait personne. Même le chat que j'avais emmené avec moi avait commencé à agir étrangement, comme s'il sentait quelque chose d'invisible. Mais le moment le plus amusant est survenu lorsque j'ai décidé d'inviter des amis à une fête. Je pensais que le plaisir et le rire dissiperaient tous les fantômes, mais ils semblaient décidés à participer à notre fête. Tout a commencé quand la musique a commencé à jouer toute seule. Nous avons pensé que c'était juste un problème avec le système audio, mais lorsque les lumières se sont éteintes et qu'une bougie s'est allumée dans la pièce, nous avons réalisé que quelque chose n'allait pas. Soudain, la porte de la cuisine s'est fermée violemment, comme si quelqu'un entrait. Mais quand nous avons vérifié, il n'y avait personne. Nous avons commencé à plaisanter à ce sujet, mais la peur avait déjà commencé à s'insinuer sous notre peau. Et là, au milieu de la fête, je l'ai vue, une sorte d'ombre, debout dans un coin de la pièce, disparaissant dès que j'essayais de me concentrer dessus. J'ai pensé que c'était mon imagination, mais la peur était trop réelle pour l'ignorer. Finalement, nous avons décidé de faire une séance de spiritisme pour essayer de découvrir quel fantôme hantait cette maison. Et franchement, j'ai regretté cela dès le début. Quand nous avons commencé la séance, la pièce est devenue sombre et l'air s'est chargé d'une énergie qui semblait sur le point d'exploser. Nous avons entendu des murmures étranges, ressenti des touches, mais le plus effrayant a été lorsque la lumière s'est soudainement allumée et un fantôme s'est présenté devant nous. Nous avons crié de terreur et avons essayé de fuir, mais la porte était verrouillée et les fenêtres étaient bardées de barreaux de protection. Le fantôme nous regardait, comme s'il était surpris par notre peur. Puis il a disparu soudainement, nous laissant dans la confusion et l'horreur. Et là, j'ai réalisé que ce n'était pas seulement un fantôme, c'était moi. À travers le voile de la peur, j'ai réalisé que tout ce temps, j'avais été ce fantôme errant dans cette maison, cherchant des réponses à mes questions. Alors, si jamais vous décidez de déménager dans une vieille maison à Paris, soyez prêts à rencontrer bien plus que des murs anciens et des rideaux défraîchis. Car qui sait, peut-être que vous deviendrez le prochain fantôme de cette maison.
ce sera une histoire pleine de mystères et d'anomalies, tapie dans le métro souterrain de la ville. Tout a commencé comme d'habitude, un maudit lundi matin, alors que je me pressais pour aller travailler. Je suis descendue dans le métro, sans me douter que je me retrouverais bientôt au cœur de quelque chose d'inimaginable. Dès que le train a quitté la station, j'ai senti que quelque chose n'allait pas. Il faisait froid dans le wagon et l'air était lourd, comme si quelque chose de sinistre me scrutait. J'ai fait semblant que tout allait bien, mais à l'intérieur de moi, quelque chose criait que j'étais en danger. Lorsque le train s'est arrêté à la station suivante, je suis descendue, désireuse de sortir au plus vite de cette atmosphère cauchemardesque. Mais lorsque les portes se sont refermées derrière moi et que le train a repris sa route, j'ai senti qu'une force mystérieuse me poursuivait. J'ai décidé de vérifier si ce n'était que mes nerfs qui me jouaient des tours. Mais quand je me suis retournée, je l'ai vue, l'ombre, se tenant dans un coin du wagon, comme si elle avait toujours été là, tapie dans l'obscurité. J'ai eu peur, mais j'ai décidé qu'il fallait rester calme et ne pas montrer ma peur. Mais lorsque l'ombre a commencé à s'approcher de moi, j'ai réalisé que ce n'était pas juste un fantôme, c'était quelque chose de beaucoup plus sombre et terrifiant. Elle incarnait tous mes pires cauchemars, comme si elle prenait forme à partir de mes propres peurs et angoisses. J'ai fermé les yeux, essayant de faire face à ce cauchemar, lorsque soudain le train s'est arrêté brusquement et toute la lumière s'est éteinte. Je suis restée assise dans l'obscurité totale, mes pensées courant dans toutes les directions, essayant de trouver une issue à cette situation cauchemardesque. Et puis, juste quand je pensais que tout était fini, la lumière s'est soudainement rallumée et je me suis retrouvée sur un quai de métro vide, comme si rien ne s'était passé. Je suis sortie du métro, tremblante de peur, et j'ai réalisé que ce n'était pas juste un cauchemar. C'était quelque chose d'incroyable, d'impossible, d'incompréhensible. Depuis lors, j'essaie d'éviter le métro souterrain de Paris, mais parfois, je finis par y retourner, comme attirée par une force invisible. Et je sais une chose, dans ces tunnels sombres, se cachent des mystères qui te rappellent que le monde n'est pas aussi simple qu'il n'y paraît au premier abord. Il y a 6 ou 8 ans, nous sommes partis à la chasse aux fantômes et nous avons fait nos propres recherches dans un vieux cimetière. Comme nous n'avions jamais fait ça auparavant, c'était comme partir à la guerre sans armes. En bref, mon mari a vu une silhouette se faufiler d'arbre en arbre. Il a commencé à paniquer et à crier « Quelque chose nous poursuit, fuis !» Des semaines ou des mois ont passé, vers 3 ou 4 heures du matin. J'étais endormie et j'ai ressenti une douleur autour de mon cou et ma jambe gauche semblait être sur le point d'être brisée en morceaux. Je me suis réveillée en pensant que c'était un rêve, mais ce n'était pas le cas. La main de mon mari était autour de mon cou, me tenant en étau, et ses jambes essayaient de me briser. J'ai tapoté sa main pour qu'il me lâche, mais au lieu de ça, sa prise est devenue encore plus forte, m'empêchant presque de respirer. Tout ce à quoi je pouvais penser, c'est que cet homme avec qui je me suis mariée essayait de me tuer, et je ne vais pas mourir sans me battre. J'ai enfoncé mon coude dans ses côtes, et la prochaine chose dont je me souviens, c'est de l'entendre crier « Aïe !»
Qu'est-ce qui se passe ? Je me suis levée du lit et j'ai crié « Si tu essaies de me tuer, tue-moi quand je serai consciente pour que j'aie au moins une chance. Tu es un lâche. Viens. » Déconcerté, il a demandé « Qu'est-ce que j'ai fait ? Tu m'as étranglée. Tu as essayé de me casser la jambe. » Désolée, mon amour. Je ne voulais pas. Je pensais avoir attrapé la silhouette que j'ai vue dans le cimetière, parce qu'elle essayait de m'entraîner dans ce portail noir, ressemblant à un vortex. Je lui ai dit que si elle me tirait là-dedans, je la tuerais en premier. Je suis tellement désolée, mon chéri. Avec cela, je n'ai pas accepté ses excuses. Tout ce à quoi je pouvais penser, c'est qu'il essaierait encore de me tuer. J'ai dormi loin de lui. Au moins, s'il le refait, j'aurai plus d'avantage que de lui faire face. Il aime chasser les fantômes, moi non. Mais j'aime écouter les histoires locales, surtout pendant la guerre civile. Maintenant, sa théorie contre la mienne. Il pense que ce n'était qu'un mauvais rêve. Les esprits ou les démons peuvent réellement vous suivre chez vous. Il fait plus confiance aux professionnels qu'à moi, avec mon expérience. J'étais une Wiccan. J'ai vu des choses qu'il n'a jamais vues auparavant. Il n'est pas non plus sceptique. Il voulait partir pour une autre chasse aux fantômes, et encore une autre, jusqu'à ce que je dise « Stop ». Nous mettons fin à ça maintenant, parce que tu es déjà attaqué et tu ne le prends pas au sérieux. Nous avons assisté à une discussion avec les participants de Ghost Hunters. Étrangement, quelqu'un a posé la même question que je voulais leur poser. Les esprits peuvent-ils vous suivre chez vous après une chasse aux fantômes ? Steve Gonsalves a clairement dit « Oui, ils peuvent ». J'ai regardé mon mari et lui ai dit « Quoi je t'ai dit ? Pourquoi tu ne peux pas me croire ?» Cela s'est reproduit. Il m'a attrapée dans son sommeil. Mais cette fois, j'étais consciente. Je l'ai réveillé doucement. Je ne sais pas où est son esprit, mais il doit revenir prudemment. L'attaque a eu lieu à nouveau, comme si quelque chose le pressait sur le lit et lui fermait la bouche. J'ai pris sa main et commencé à réciter le Notre Père. Toujours la même silhouette. Il s'est réveillé et m'a dit « Merci, chérie ». Cette chose me traînait à nouveau dans ce portail. Puis j'ai entendu ta voix et j'ai vu ta main tendue vers moi. Alors j'ai attrapé ta main. Cela m'a réveillée. Que disais-tu ? J'ai prié le Notre Père. Je vois que tu en as besoin. Nous sommes allés à l'église et lui avons donné une bénédiction. Croyez-moi, nous allons à l'église catholique chaque dimanche. Puis, une autre attaque. Cette fois, il a dit qu'il avait vu Jésus-Christ lui tendre la main. Je l'ai réveillé à nouveau. Ensuite, j'ai rencontré un ami en ligne. J'ai eu de la chance. Il est chevalier de l'église catholique romaine. Il m'a dit quoi faire. Nettoie l'intérieur de la maison. Désolé pour les mots, mais tu devras probablement le faire chaque mois, tout au long de ta vie. Si tu ne le fais pas, j'ai le sentiment que la prise de contrôle suivante est pour bientôt. Je vais t'apprendre, a-t-il dit. Et, étrangement, ça s'est arrêté. Quand mon programme de nettoyage approche, l'un de nous fera un cauchemar, y compris mon chien. Avec mon chien, c'est soit grogner dans son sommeil, soit pleurer. Je sais déjà qu'il est attaqué par quelque chose, et il voit quelque chose, habituellement en regardant le plafond ou dans la salle de bain. Tout cela s'arrête à chaque fois que je nettoie la maison.
Et oui, je le ferai pour le reste de ma vie. Les démons se nourrissent de la peur. N'oublie jamais ça. J'ai vécu beaucoup d'enfers. Les démons sont le moindre de mes soucis. Oui, c'est un démon de bas niveau qui veut mon mari. Il veut posséder mon mari, avoir un costume de viande, mais pas en ma présence. Il peut essayer, mais il échouera, encore et encore. Cela fait presque 4 ans, je pense qu'il n'a pas eu de cauchemar. Il attend juste une autre opportunité, mais je ne baisse pas ma garde. S'il ne cesse pas de s'en prendre à ma famille, alors moi non plus. Oui, je pense que c'est la rencontre paranormale la plus effrayante que j'ai jamais eue. Et oui, j'ai encore quelques histoires étranges que je partagerai bientôt. Ryan était mon ex-fiancé. Nous étions fiancés jusqu'à ce qu'on lui diagnostique une leucémie de stade four 6 mois après qu'il m'ait dit de me marier. Il ne m'a jamais dit qu'il était malade. 6 mois plus tard, il est décédé. J'ai demandé à attendre parce que nous n'avions pas d'emploi stable. Nos derniers mots, puisque je ne savais pas qu'il était atteint de leucémie, ont été « Si tu te rétablis complètement, tu pourras me mettre enceinte », ai-je dit en plaisantant. J'ai besoin de penser à quelque chose de stupide pour lui remonter le moral et le faire sourire. Il a dit « Ah ? Oh, d'accord ». Puis il ferme les yeux. Puis, je quitte l'hôpital. J'ai eu l'impression d'être la faucheuse, mais dès que j'ai quitté l'hôpital, il est décédé. Je ne savais pas que c'était la dernière fois que je le reverrais. C'est du moins ce que je pensais. Après 2 ans de deuil, j'ai rencontré un homme et nous nous sommes mariés. Je pensais que j'étais partie, mais il semble que quelqu'un ne le soit pas. Ryan. Il a commencé à me hanter dans mes rêves. Il était contrarié par le fait que j'avais épousé mon mari et pas lui. Nous nous sommes disputés. Le problème avec moi, c'est que je ne suis pas normale. Je ne sais pas comment je me définirais. Une empathe ? Je ne sais pas. Tout. Ce que je sais, c'est que je peux faire des choses que les autres ne peuvent pas faire. Je peux facilement et inconsciemment aller dans le monde des morts, ce que les Wiccans appellent leur terre d'été. Je peux aussi apparemment retourner dans mon corps. Je tape. Je peux quitter mon corps, même si mon corps fonctionne encore. En fait, je ne suis pas presque mort. Les morts peuvent aller dans mes rêves, ou je vais dans leur monde, parce que je suis appelée principalement par ma mère, qui est morte en 2011 d'une pneumonie. Poursuivons avec Ryan. Je ne rêve pas de lui tous les jours, mais la plupart du temps, je le fais. Il me dit qu'il se sent seul là-bas, qu'il se fiche de mon mari, que pour lui, je suis toujours sa femme, même si nous ne nous sommes jamais mariés. Il ne me laisse tranquille que si je suis contrariée de rêver de lui tout le temps. C'est drôle, même dans l'au-delà, nous nous disputons encore. Je lui ai dit, comment pouvons-nous aller de l'avant s'il continue à me rendre visite ? Comment peut-il être calme s'il ne pense qu'à moi ? Cela dit, bien sûr, cela m'affecte aussi. J'ai l'impression de tromper mon mari. Aujourd'hui, après des mois d'absence de Ryan, il m'est revenu en rêve. Il ne veut absolument pas que je l'oublie, ni les émotions, ni l'amour brûlant que nous avions autrefois.
Son amour était comme une drogue pour moi. Je ne peux pas m'en passer. Un seul baiser suffit et je sens mon esprit quitter mon corps. Je sens ma poitrine se contracter, comme si ce n'était plus mon corps, mais le sien. Il me l'a encore montré dans un rêve, venu de nulle part. Dans un rêve comme celui-ci, peut-être à Summerland, il y a beaucoup de monde, comme si un événement avait lieu. Tout le monde est habillé en blanc. Ryan est apparu devant moi avec un sourire et m'a dit « Je suis content que tu sois arrivé à temps. Tu étais presque en retard. » Perplexe, j'ai demandé « En retard pourquoi ?»« Tu te souviens ? Je veux t'épouser ?» Il a souri et m'a pris la main. Il m'a fait me souvenir du même sentiment que j'éprouvais chaque fois que nous nous embrassions. C'était comme ça, depuis 2003. Les scénarios sont différents, mais la fixation est la même. Il nous a même construit une maison. Je l'ai vu. Il a dit que c'était pour moi. Il suffit de quelques minutes pour la voir, pas plus de 3. Et puis, elle disparaît. Elle est introuvable. Mon mari le sait. Il jure aussi. Quelque part, il dit à voix haute à Ryan de me laisser tranquille. Mais Ryan est Ryan. Il n'écoute jamais. Il n'écoute que lui. Il y a encore beaucoup à dire, mais je vais m'arrêter là. Tout a commencé si innocemment. Je l'ai rencontré dans la rue, dans le parc, en promenant mon chien. Il s'appelait David et, dès le premier regard, j'ai su qu'il avait quelque chose de spécial. Notre amour s'est enflammé rapidement et brillamment, comme si aucun de nous ne pouvait vivre sans l'autre. Mais peu après le début de notre relation, j'ai commencé à remarquer des choses étranges. De temps en temps, lorsque nous nous embrassions ou que nous étions simplement assis l'un à côté de l'autre, je ressentais une froideur glaciale, comme le souffle de quelqu'un sur mon cou. J'essayais de m'expliquer que ce n'était que la main de quelqu'un ou un souffle de vent, mais la sensation était trop réelle. Bientôt, les cauchemars ont commencé à me hanter chaque nuit. J'y voyais David, mais pas l'homme que je connaissais. Ses yeux étaient vides, son visage déformé par un sourire sinistre, et sa voix ressemblait à un murmure venu des ténèbres. Je me suis réveillée en sueur. Mon cœur battait la chamade, et je ne comprenais pas ce qui se passait. Chaque fois que j'essayais de parler à David de mes cauchemars, il se contentait de sourire et de dire que ce n'étaient que des rêves sans importance. Mais je savais que ce n'était pas le cas. Quelque chose ne tournait pas rond dans cet endroit, avec ce type, avec cet amour. Un jour, déterminée à reprendre des forces, j'ai décidé de me ressaisir et de faire des recherches sur ce qui se passait. J'ai commencé à fouiller dans les archives, dans l'histoire de cet endroit, et ce que j'ai trouvé m'a fait frissonner d'horreur. Le parc où nous avons rencontré David a été le théâtre d'un terrible incident il y a de nombreuses années. De nombreuses disparitions s'y étaient produites, et les habitants parlaient d'esprits qui hantaient ce parc. Réalisant que ma vie était en danger, j'ai décidé de mettre fin à ma relation avec David. Mais lorsque j'ai essayé de le faire, il s'est retourné. Ses yeux se sont illuminés de feu. Son visage s'est déformé de rage. Et j'ai entendu un murmure qui a transpercé mon âme avec des mots qui m'ont fait trembler jusqu'à la moelle. Je me rends compte maintenant que l'amour n'apporte pas toujours le bonheur. Parfois, il mène aux coins les plus sombres de nos âmes,
aux conséquences les plus horribles. Mais j'espère pouvoir les surmonter et trouver la lumière au bout du tunnel. Le feu crépitait tranquillement, remplissant l'air de chaleur et d'une ambiance réconfortante. Il y a quelque chose de vraiment spécial dans les bois d'automne, tu sais. On s'était réunis en nombre ici, à Irati, dans l'optique de saisir les derniers jours de l'automne avant que la neige engloutisse la forêt de haut en bas. Regroupés autour du feu, on se serrait avec nos tasses en main, profitant de la chaleur et sirotant du gin. Chaque gorgée réchauffait nos entrailles, tandis que le feu nous enlaçait de l'extérieur, créant une sensation délicieuse. Notre pote Jeanne, toujours plein de blagues et d'histoires, nous divertissait avec ses bons mots. Les rires résonnaient dans la nuit et on aurait souhaité que ces moments durent éternellement. Alors que les rires s'apaisaient, Jeanne a demandé si ça nous intéresserait d'entendre une histoire vraiment effrayante qui lui est arrivée l'année dernière dans ces mêmes bois du Montana. Avec enthousiasme, on a accepté. Parce que les histoires terrifiantes autour du feu de camp étaient une tradition de nos soirées dans les bois. Jeanne a pris une gorgée de son gin et un sentiment d'anticipation planait dans l'air. Avec un sentiment de présage, on s'est aventuré dans la forêt mystérieuse. Des arbres imposants se penchaient au-dessus de nous, créant une atmosphère de claustrophobie et d'énigmes. Le brouillard ajoutait une ambiance sinistre et troublante aux alentours. Armés de sacs à dos remplis de provisions, on s'est enfoncé plus profondément dans les bois, alimenté par la curiosité et la détermination. Notre groupe, composé de 6 personnes, y compris moi-même, se sentait relativement sans peur. On était loin de se douter que cette forêt allait nous déchaîner un véritable cauchemar. Alors que l'obscurité tombait, on était confrontés au choix de camper en plein cœur de la forêt ou de se diriger vers les contreforts du glacier où on passerait la nuit. Après une heure de randonnée et de camaraderie joyeuse, on est tombé sur une cabane abandonnée au bord de la forêt. Sa présence nous a pris au dépourvu, bien que nous n'étions pas totalement surpris. Cisbois était connu pour les nombreuses cabanes de gardes forestiers abandonnées que les randonneurs utilisaient souvent pendant leur voyage. L'aspect de la cabane était sinistre, marqué par le passage du temps. La porte grinça alors que je l'ouvrais prudemment et nous sommes entrés avec précaution à l'intérieur. L'air moisi portait le parfum du vieillissement et de l'oubli. Des toiles d'araignées ornaient les coins, évoquant un sentiment de désolation. Pourtant, sans alternative disponible, on n'avait pas d'autre choix que de passer la nuit là. L'obscurité planait et les filles exprimaient leur peur, refusant de s'aventurer plus loin. En examinant la cabane, on a découvert des vestiges sombres du passé. De vieilles photographies étaient accrochées au mur, représentant des gens qui n'étaient plus parmi les vivants. Des jouets oubliés gisaient sur le sol,
couverts de poussière et abandonnés par le temps. Chaque objet semblait laisser entrevoir les tragédies qui s'étaient produites en cet endroit. Malgré nos inquiétudes, on a choisi de les mettre de côté et de poursuivre notre séjour nocturne. Optant de ne pas allumer de feu, on s'est contenté d'un dîner simple cuisiné sur un réchaud à gaz. Oh là là, ce curry était absolument délicieux. La faim nous avait fait taire pendant le repas et l'épuisement nous poussait à déballer rapidement nos sacs de couchage et à nous retirer pour la nuit. Dans le silence de la nuit, un grognement fort et perçant résonnait au loin. Surpris au départ, je me demandais si je rêvais. Mais le grognement se fit entendre à nouveau, dissipant tout doute. « Un ours !» ai-je crié fort, réveillant mes amis en sursaut. La peur nous saisissait tous fermement. Nous avons instantanément reconnu le danger mortel dans lequel nous étions. L'ours se rapprochait, ses puissantes pattes bruissant à travers l'herbe, comme les faux de la mort. J'ai regardé mes compagnons et j'ai vu la même peur reflétée dans leurs yeux que je ressentais dans les miens. « Vite, il faut barricader les portes et les fenêtres », ai-je chuchoté, m'efforçant de rester calme. Désespérément, on a rassemblé tout ce qui était à portée de main pour renforcer nos défenses. Une vieille chaise, des morceaux de bois et même nos propres sacs à dos ont été utilisés. Les grognements de l'ours et ses souffles lourds nous remplissaient de terreur. « Et s'il arrive à entrer ?» murmura l'un de nous, luttant pour contenir la panique. « On doit rester ensemble et être prêts à se protéger les uns les autres, » ai-je répondu, espérant que mes mots apporteraient du réconfort, même si moi-même j'avais du mal à y croire. « Vite! En haut !» Ellie, l'une de nos amies, a rapidement réalisé que le grenier serait notre refuge le plus sûr. Silencieusement, on s'est dirigé vers l'escalier et on est monté, en espérant que l'ours n'atteindrait pas la cabane à temps. En atteignant le grenier, on a refermé violemment la trappe et on a rapidement empilé tous les objets stockés là-dessus. Heureusement, il y avait une fenêtre, car l'air devenait stagnant et suffocant. On s'est rassemblés sur le plancher du grenier et je me suis approchée de la fenêtre, m'efforçant de percevoir tout signe de l'ours. Dans l'obscurité, ma vision m'a fait défaut. Je n'osais pas allumer la lampe de poche, comptant uniquement sur mon ouïe. De temps en temps, on pouvait entendre le souffle de l'ours et le son de ses pas rôdant autour de la cabane. Toute la nuit s'est écoulée pendant qu'on restait coincé dans le grenier, comme si on était enfermé dans une cage avec une bête vorace qui rôdait à l'extérieur. Chaque grincement et coup de vent alimentait de nouvelles vagues d'anxiété. Pourtant, pas un mot n'a été prononcé. Un silence hanté imprégnait la cabane, ponctué uniquement par le battement rapide de nos cœurs. Rassemblés ensemble, on absorbait chaque souffle et écoutait attentivement chaque son au-delà des murs. Avec les premiers rayons de soleil qui perçaient à travers les fenêtres, on a rassemblé le courage de sortir de la cabane. Penché par la fenêtre, j'ai écouté pendant environ 5 minutes. Les oiseaux ont commencé à gazouiller et les bois autour de nous ont pris une apparence sereine. Il semblait que l'ours avait perdu tout intérêt pour nous et avait disparu dans la nature sauvage.
Un profond sentiment de soulagement nous a envahis, mais les horreurs de la nuit sont restées gravées dans nos cœurs. J'ai scruté les alentours tout le long du retour, à moitié en m'attendant à voir l'ours émerger des fourrés. « On a réussi », murmura l'un de nous, esquissant un faible sourire. Mais quelque chose en moi a changé. Je ne regarderai plus jamais la forêt avec des yeux aussi insouciants, ai-je dit, fixant l'horizon. Cela nous a rappelé de respecter la nature et son immense pouvoir. James a pris une gorgée de gin, rompant le silence qui s'était installé parmi nous. On n'arrivait pas à croire à quel point on était devenu facilement la proie du sauvage. Un malaise persistait, mais le whisky aidait à apaiser la tension, et le feu crépitait joyeusement. Avec plusieurs heures restantes jusqu'au lever du soleil, on a décidé qu'il valait mieux se reposer, même brièvement, pour s'assurer que le retour ne serait pas trop ardu. Enveloppés dans nos sacs de couchage, on s'est abandonné à un sommeil profond, sachant qu'on avait survécu à une épreuve éprouvante.